Le diaphragme est à la fois un muscle et une cloison. Un muscle parce que il est le principal acteur de la respiration. Une cloison parce qu'il sépare le thorax de l'abdomen. Ce muscle se présente sous une forme convexe comme une grande voûte. Cette voûte est formée par la réunion de deux coupoles, une coupole droite et une coupole gauche. Le diaphragme est attaché sur tout le pourtour du thorax à l'intérieur, sur le sternum, puis sur les côtes et enfin sur les vertèbres dorsolombaires. À ce niveau, deux insertions sont importantes qui s'appellent les piliers du diaphragme, le droit et le gauche. Le diaphragme est innervé par un nerf appelé le nerf phrénique. La partie périphérique est musculaire, tandis que la partie centrale est faite de tissus fibreux, solides, un peu équivalents à des tendons. Le muscle diaphragmatique joue un rôle majeur dans la respiration. L'inspiration se décompose en deux phases. Dans la première phase, les deux coupoles s'aplatissent et abaissent le diaphragme vers l'abdomen. On peut alors observer un gonflement du ventre durant cette phase. Cet abaissement du diaphragme entraîne les poumons et crée une dépression dans le thorax. Cette dépression du thorax s'associe à une pression négative à l'intérieur des poumons, d'où un appel d'air qui va remplir les poumons. Dans la deuxième phase, le diaphragme continue à se contracter, ce qui va élever et élargir les côtes. L'expiration, quant à elle, est complètement passive, avec un relâchement des muscles respiratoires et du diaphragme. Cette contraction du diaphragme pendant la respiration est périodique et automatique. Elle est contrôlée par une partie du cerveau appelée tronc cérébral. Il reste cependant possible de modifier la contraction du diaphragme et donc de moduler la fréquence respiratoire. La partie centrale a surtout le rôle de séparer le thorax de l'abdomen. Mais il existe des organes qui vont passer du thorax à l'abdomen, les nerfs, les vaisseaux comme l'aorte ou encore l'œsophage. Et l'œsophage va rejoindre l'estomac dans l'abdomen. Le diaphragme comporte donc 11 orifices que l'on appelle hiatus. Les plus importants sont le hiatus aortique et le hiatus œsophagien. Les pathologies du diaphragme peuvent être distinguées entre troubles du fonctionnement et anomalies anatomiques. Le hoquet, bien connu, est dû à une irritation du nerf phrénique, nerf qui innerve le diaphragme. Cela provoque des spasmes réguliers, des contractions du diaphragme et des muscles de la glotte. Les facteurs déclenchants sont des repas trop abondants ou bien pris trop vite, des prises abondantes de boissons. Un reflux gastro-œsophagien peut également être irritant. Un hoquet qui dure doit conduire à consulter, à réaliser une radiographie de thorax afin de vérifier l'absence de tumeur dans la région. Il existe un nombre infini de moyens pour faire cesser le hoquet. On peut citer peut-être les plus efficaces, comme l'hyperventilation, l'apnée prolongée, c'est-à-dire arrêter de respirer, boire un verre d'eau glacée rapidement. Les anomalies anatomiques sont surtout liées à la faiblesse des orifices, à la faiblesse des hiatus. Ainsi, le relâchement de l'orifice œsophagien peut favoriser le passage d'une partie de l'estomac dans le thorax, et cela s'appelle la hernie hiatale. Il existe des maladies qui sont heureusement plus rares, des myopathies qui peuvent toucher le diaphragme ou des paralysies partielles de ce dernier, maladies souvent neurologiques, comme la sclérose latérale amyotrophique. Apprendre à respirer, notamment avec le yoga, est toujours intéressant. Faire travailler son diaphragme aussi.